télévision numérique. Wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kupana, Wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Congo, Congo. Au sommaire de cette édition du journal, le projet de loi des finances 2023 déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sama Lukonde a répondu aux préoccupations des élus. Le texte est envoyé à la Commission économico-financière pour toilettage. Détérioration des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda après la énième attaque des M23 sur le sol congolais. Position du gouvernement de la République qui invite la population à une mobilisation pour contrer la route à l'ennemi et à chacun de jouer son rôle. Processus électoral, la Commission électorale nationale indépendante a réceptionné un premier lot des cartes d'électeurs qui serviront à la formation du personnel opérationnel commis à l'identification et enrôlement des électeurs. Bienvenue à tous. Merci de vous informer sur Digital Congo Télévision. Le projet de loi des finances exercice 2023 a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale. C'était après la réplique ce mardi du Premier ministre, après les préoccupations soulevées le vendredi dernier par les députés nationaux. Le texte a été envoyé à la Commission économico-financière pour toilettage. John Zati nous en parle.
Après vendredi 28 octobre dernier, Jean-Michel Samalou Kondé, Premier ministre de nouveau devant les députés nationaux ce mardi. Le chef du gouvernement vient apporter sa réplique aux différentes préoccupations des députés nationaux soulevées lors de la présentation du projet de budget pour l'année 2023 prochaine. Dans sa réplique, Jean-Michel Samalou Kondé, porteur d'un projet de loi des finances, exercice 2023, chiffré à près de 14 milliards de dollars américains, a justifié que c'est dans la rigueur que ce projet a été conçu en partant également des agrégats de l'exécution du budget de l'année en cours. Certes, a-t-il reconnu qu'une œuvre parfaite n'existe pas, mais qu'avec l'apport de tous, notamment sur ce qui pourrait être fait au niveau de la commission ECOFIN, un texte consensuel sera trouvé. Après l'intervention du Premier ministre, le projet de loi a été déclaré recevable. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable les projets de loi de finances de l'exercice 2023. Le texte ainsi reçu à l'Assemblée nationale a été envoyé à la commission économico-financière de la Chambre basse pour un toilettage en vue d'un rapport sur base duquel sera enfin adopté le projet de loi des finances pour l'exercice 2023. La commission a 15 jours pour produire son rapport. L'expulsion de Vincent Karega change les rapports entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, ce lundi, lors du briefing hebdomadaire du gouvernement. Un échange avec la presse assez exclusivement sur le dernier communiqué du Conseil supérieur de la défense sur la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et vous le savez, il y a eu une grande décision, l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, Alain Lino Mwamba, Jacques Kaboy. Le Conseil des ministres n'ayant pas eu lieu le vendredi dernier, ce lundi 31 octobre, place était à la situation qui prévaut dans l'Est, précisément au Nord Kivu, avec les affrontements entre FARDC et les terroristes du M23, disons-le, et le Rwanda, attitude que qualifie de belliqueuse le porte-parole du gouvernement. Cette série d'offensives sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et la suite du communiqué auquel nous avions réagi du gouvernement rwandais qui aligne malheureusement des argumentaires fondés sur du mensonge en prétextant que les forces armées de la République démocratique du Congo avec les FDLR travaillent à attaquer le Rwanda, ce qui est totalement faux, et en prétextant qu'il existe un discours de la haine contre la population rwandophone porté par des autorités publiques en République démocratique du Congo, ce qui est totalement faux. Ici, nous dénonçons cette attitude belliqueuse de Kigali pour laquelle nos forces armées répondront jusqu'au sacrifice suprême pour qu'aucun centimètre carré de la République démocratique du Congo ne puisse être cédé. À ce briefing hebdomadaire, le principal sujet a été la dernière réunion du Conseil supérieur de la défense, présidée par le président de la République vendredi dernier. L'une des recommandations a été l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en RDC. Mais alors, ça change quoi, cette expulsion? Karega out, qu'est-ce qui change? Mais tout change. Parce que justement, il était des traits d'union qui symbolisaient l'existence des rapports entre les deux États. Le fait qu'il ne soit plus là donne un message qui est clair pour ce qui concerne la République démocratique du Congo. Des grandes décisions seront prises par le chef de l'État très prochainement, a annoncé également le ministre de la Communication et Médias qui a informé sur l'intervention incessante du gouvernement au profit des victimes directes de cette guerre. Cependant, le gouvernement rejette en bloc encore une fois les accusations du Rwanda sur une prétendue collaboration entre la République démocratique du Congo et les FDLR pour attaquer Kigali. Et puis ce message du ministre Patrick Muyaya qui appelle non seulement à l'unité mais à la prise de conscience pour faire échec à cette énième agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Il appelle chacun à jouer son rôle. Il est également revenu sur le rôle des médias en ce temps de crise. Suivez. Les messages qu'il faut capter, c'est que nous tous, nous devons d'abord comprendre que nous avons un rôle à jouer. Lorsque le gouvernement rwandais
dit à la face du monde. C'est comme s'ils avaient, eux, les droits d'être les défenseurs de tous les Tutsis et les Hutus qui y a en République démocratique du Congo qu'on appelle le rwandophone. Au nom de quel droit eux, ils doivent penser mener une guerre au Congo sur un prétendu discours qui n'existe pas. Bino Boza Bapandisango, il faut dénoncer cette attitude mensongère. En même temps, il faut éviter, parce que dans leur stratégie des manipulations, il n'est pas exclu qu'ils manipulent des gens en interne pour qu'on prenne pour cible des populations rwandaises. C'est pour ça que dans le communiqué que nous avions fait, nous l'avons dit clairement. Il ne faut pas faire les jeux de l'ennemi. Il ne faut pas s'en prendre aux rwandophones qu'il y a en République démocratique du Congo. Même des citoyens rwandais qui sont ici, il ne faut pas vous en prendre à eux. Ce n'est pas eux le problème c'est leur régime, qui pensent que c'est par la haine, que c'est par la guerre, que c'est par la terreur qu'ils peuvent prospérer. Ils trouveront tous les Congolais en face. Je vous remercie. Et puis, agression de la RDC par le Rwanda toujours. La société civile de la République démocratique du Congo hausse le ton. Elle s'insurge contre la complicité de la communauté internationale. Et puis, face donc aux motivations de cette guerre d'agression de la République démocratique du Congo et face à l'indifférence de la communauté internationale au regard des millions des morts dus donc à cette agression de la RDC. Pour ce faire, plusieurs manifestations seront organisées ce mercredi dans les provinces de l'Est et à Kinshasa, capitale de la RDC, pour dire non à cette agression et soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo au front, ainsi qu'une fois de plus interpeller la communauté internationale. Rosie Moutela. Très préoccupés et révoltés par l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, les acteurs de la société civile de la RDC seront ce mercredi dans les rues des provinces de l'Est et de Kinshasa pour manifester leur colère face à cette agression, mais aussi dénoncer l'indifférence de la communauté internationale face à la situation que traverse la République démocratique du Congo. Préoccupés et révoltés par l'agression récurrente de l'armée rwandaise et ses alliés sur notre territoire, la progression de l'ennemi sur le territoire congolais, la prise de Bunagana depuis 5 mois, suivie de celle de Kiwanja Centre et celle de Rutshuru par l'armée rwandaise sous le camouflage du mouvement terroriste, l'attitude inexplicable de la communauté internationale qui refuse de prendre des sanctions à l'encontre des agresseurs de la RDC, pourtant bien identifiés et cité par les rapports diligentés par les Nations Unies. La complicité de la communauté internationale face aux motivations de la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda, pourtant connue comme étant économique, hégémonique et visant surtout la conquête d'une partie du territoire de la RDC. L'indifférence de la communauté internationale face aux millions de morts en RDC dus aux multiples crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. À Kinshasa, capitale de la RDC, la marche aura comme point de départ le Palais du Peuple et les manifestants vont au finish déposer leur mémorandum, notamment à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Nous savons que dans les provinces d'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et à Kinshasa, la marche est prévue et confirmée demain et nous demandons à toute la population de soutenir nos collègues de la société civile qui se mobilisent partout à travers ces provinces. Soyez là demain, la marche est confirmée et que les agresseurs puissent comprendre des ras-le-bol de toute la population congolaise. Notez que plusieurs autres manifestations publiques seront organisées à travers le pays dans les tout prochains jours. Direction Butembo, où une parade mixte police nationale congolaise, FRDC, et société civile s'est tenue ce mardi. Occasion pour les responsables de l'armée de décrier certains mots qui rongent la ville et appeler à la cohabitation pacifique. Delphin Sindani est notre correspondant. Monsieur le maire de la ville,
Ici, au camp militaire de Rwanda, les éléments de la PNC, des FARDC ainsi que la coordination urbaine de la société civile se sont retrouvés autour du maire intérimaire de Butembo pour traiter ensemble les maux qui rongent la ville et qui ont tendance à faire échec au mariage civilo-militaire. Ces maux sont entre autres les mésententes entre manifestants et services de l'ordre qui ont toujours conduit à l'assassinat par balle de la population, la non-dénonciation des infiltrés porteurs d'armes parmi les manifestants lors des mouvements et soulèvements a été décrié. Le maire espère que cet échange va permettre à chacun de jouer convenablement son rôle. Nous avons parlé de la discipline des commandants. Les deux commandants ont parlé de la discipline et des relations entre FARDC et police, que chacun tire les ficelles de son côté pour que tout ce que nous avons dit soit suivi promptement. Le président de la société civile, au cours de son intervention, a exprimé clairement ce que veut la population. La population ne veut pas qu'elle soit extorquée de ses biens, la multiplicité des positions militaires dans la ville, ainsi que des amendes dites transactionnelles alors que le citoyen n'a rien commis comme infraction, a expliqué le révérend pasteur Matessa Anané pendant son intervention à cette parade. Il appelle la population à collaborer avec les services spécialisés. Je suis satisfait par rapport au franc-parler du maire de la ville parce qu'il a touché tous les éléments que nous avons évoqués aussi dans notre speech. Et nous pensons que nous attendons les résultats et on va s'évaluer mutuellement au fur et à mesure que nous allons évoluer. Cette parade intervient pendant que le mariage civilo-militaire souffre d'une crise de confiance suite aux bavures enregistrées surtout pendant les différentes manifestations en ville de Butembo. L'Assemblée provinciale du Maniema demande à la Commission électorale nationale indépendante et au Conseil d'État de vider les matières restées pendantes au sujet de la réorganisation de l'élection du gouverneur de province. Elle a fait dans une déclaration rendue publique ce mardi 1er novembre et par ailleurs sollicite également l'implication du chef de l'État pour résorber la crise qui s'installe dans cette province. On écoute un extrait de leur déclaration lue par le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale du Maniema, Thierry Badisungu. L'Assemblée provinciale prend acte et partage les préoccupations légitimes exprimées par les forces vives qui constituent sa base électorale. Elle prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour répondre positivement aux recommandations formulées par la population en vue de sortir le Maniema de cette grave injustice et confusion manifestement entretenue par les forces politiques obscures. L'Assemblée provinciale fustige les déclarations et prises de position dangereusement partisanes tenues notamment par certaines personnalités politiques, lesquelles par catharsis traduisent réellement leur motivation de la prise en otage du Maniema à travers un pouvoir intérimaire illégitime et arrogant. L'Assemblée provinciale dénonce une démocratie à double vitesse et à géométrie variable par laquelle des intérêts occultes tiennent à tirer le Maniema vers le bas comme la seule province du pays privée du droit de se doter d'un gouverneur et d'un vice-gouverneur élus et redevables vis-à-vis de la population à travers nous, ses élus. L'Assemblée provinciale invite la CENI et le Conseil d'État à se crédibiliser davantage en vidant les fonds de la question pendante. Victime d'une campagne de diabolisation irrationnelle de la part d'un groupe de prédateurs, l'Assemblée provinciale lance un vibrant appel au président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle en vue de sauver le Maniema du chaos qui s'installe durablement. Révision du fichier électoral, la Commission électorale nationale indépendante, à travers son questeur adjoint, a réceptionné ce lundi à l'aéroport international de Ndjili un lot important des cartes d'électeurs et des films de plastification, des cartes qui seront utilisées dans la formation du personnel opérationnel commis à l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Arlette Ngomba.
Plus aucun obstacle pour l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en décembre prochain. C'est du moins ce que l'on peut dire avec l'arrivée à Kinshasa des cartes d'électeurs et des films de laminage destinés à la formation du personnel opérationnel commis à l'opération de révision du fichier électoral. Ce sont au total 1 688 000 cartes d'électeurs qui ont été réceptionnées à l'aéroport international de Njili par le questeur adjoint de la centrale électorale. La CENI a entamé sa phase de la révision du fichier électoral et dans sa grande opération identification et enrôlement des électeurs. Et c'est à cet effet que le président de la commission électorale nationale indépendante, son Excellence M. Denis Kadima Kazadi, que nous sommes ici pour réceptionner un lot important de matériel pouvant nous servir à cette opération. Le 19 septembre plutôt, nous avons réceptionné les lots qui nous ont servi au test grandeur nature et le 19 octobre de ce mois, nous avons réceptionné aussi un lot très important de kits pouvant nous servir à l'enrôlement des électeurs et aujourd'hui nous sommes là pour réceptionner un lot important des cartes d'électeurs ainsi que de films de laminage qui pourra nous aider à cette opération d'identification et enrôlement des électeurs. Signalant que ces cartes arrivent au moment où la Commission électorale nationale indépendante est en plein processus de recrutement du personnel opérationnel pour la révision du fichier électoral. Direction la province du Haut-Katanga où plusieurs structures du stade Omnisport Kibasamaliba dans la commune de la Kenya à Lubumbashi affichent désormais un nouveau visage et ce grâce aux travaux initiés par le gouverneur de province. En visite des chantiers, Jacques Yaboulakate accompagné de son vice-gouverneur s'est aussi rendu au pont Kasungami dans la commune annexe pour également se rendre compte de l'évolution des travaux. Didier Mumba. 2 semaines nous séparent de la fin des travaux de réhabilitation de ce complexe sportif. Le gouverneur Jacques Yaboulakate y a effectué une visite d'inspection avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba et la commissaire provinciale au sport Pauline Igwabi. Les vestiaires ont été réceptionnés avec leurs sanitaires modernisés, tandis que la salle de conférence de presse est encore en chantier. Au niveau de l'aire de jeu, l'on pose déjà la pelouse synthétique après les travaux d'assainissement. Pendant ce temps, les gradins des poteaux cèdent la place au siège du stade aux couleurs du drapeau national, une première. Nous sommes très satisfaits. Nous pensons que dans le silence, nous avons pu faire grand chose, mais certainement il reste à couvrir le stade et cette étape pourra suivre même l'année prochaine. Tout ça, nous voulons répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que nous puissions travailler pour notre jeunesse. Peu après, Jacques Yaboulakate se rendra au pont Kasungami en construction. Là également, les travaux avancent normalement. L'entrepreneur en est à la pose de la fondation des 4 piliers qui vont soutenir cet ouvrage. Depuis que le quartier 5 ans existe, on n'a jamais vu un gouverneur comme celui-ci faire de choses pareilles. Nombreux sont passés ici, ont promis de nous construire un pont, personne n'a réalisé. Mais lui, durant son mandat, nous voyons ses œuvres. Nous sommes là pour le soutenir aux élections de 2023. Que Dieu le bénisse abondamment. Et pour le gouverneur Jacques Yaboulakate, ce projet matérialise la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui place le peuple au centre de la gouvernance. Il faut noter que ce projet comprend également la réhabilitation d'1 kilomètre de route pour faciliter la traversée de cet ouvrage dont les travaux se terminent d'ici 3 à 4 mois. Matérialisation du grand projet de l'industrie des batteries électriques, le gouvernement congolais consolide l'implication des élus des provinces qui regorgent les minéraux stratégiques qui interviendront dans la fabrication de ces batteries électriques. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a échangé avec le caucus des députés nationaux des provinces du Tanganyika et du Haut-Lomami. Obed Kambale, Thierry Chabani, reportage.
Exécution du grand projet de l'industrie de batteries électriques qui va créer plus de richesses et d'emplois en République démocratique du Congo. Le gouvernement renforce l'implication des élus de province dans lesquels se trouvent les minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries électriques. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kahongya, a réuni ce mardi à Kinshasa les députés nationaux des provinces du Tanganyika et du Olomami qui regorgent les lithium et d'autres minerais. À cette occasion, le ministre de l'Industrie a donné des informations clés sur le processus d'installation de l'usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques, tout en rassurant ses élus nationaux qu'aucune province n'est exclue de ces grands projets intégrateurs. Séance tenante, Julien Paluku Kahongya a indiqué que les observations des élus du Tanganyika et du Olomami seront désormais prises en compte dans l'exécution de ces grands projets panafricains et de renchérir que le gouvernement va accélérer le développement des zones économiques spéciales dans l'espace Grand Katanga. Satisfait d'avoir fait entendre la voix de la population de leurs provinces respectives qui souhaitent l'installation de l'usine des précurseurs de batteries électriques dans le Tanganyika, soit dans le Olomami, ces députés nationaux conduits par Martin Kabouloulou ont appelé au calme. La députée nationale Odette Mwamba Banza, porte-parole, précise. Pour nous, le Nord, nous pensons que pour pouvoir désenclaver, pour pouvoir équilibrer nos coins sur le plan économique, cette usine doit être installée dans une des provinces du Nord. Pour le lithium, nous pensons que c'est au Nord, soit le Tanganyika ou le Olomami, que doit être construite cette usine de fabrication de batteries électriques. Signalons qu'un cadre permanent de concertation a été mis sur pied et sous peu, le ministre de l'Industrie, accompagné des élus, va se rendre à Manono dans les Tanganyika et dans les Olomami pour échanger avec les notables et la population sur ces grands projets. En dehors de nos frontières, ouverture du sommet de la Ligue arabe ce mardi en Algérie. Plusieurs dossiers africains sont à l'ordre du jour, notamment la sécurité alimentaire. Amina Mouacha. Ils sont plusieurs dirigeants à répondre présents au sommet de la Ligue arabe ouvert ce mardi à Alger. La situation en Libye est à l'ordre du jour. La question de la tenue des élections législatives et présidentielles sera tranchée par des dirigeants arabes au bout de ces 2 jours du sommet. Considérée comme inquiétante, la situation politique actuelle au Soudan sera également abordée par les chefs d'États arabes pour soutenir un retour à l'ordre constitutionnel au moment où le pays connaît des manifestations presque tous les jours pour réclamer le retour du pouvoir aux civils. La situation politique au Liban et la relance de l'initiative de paix entre Beyrouth et Israël, les conflits au Yémen sont des questions qui sont également débattues à ces sommets d'Alger. Outre les questions politiques, la sécurité alimentaire est également à l'ordre du jour. Le monde arabe est aussi importateur de blé ukrainien et russe. Si plusieurs invités de marque sont présents, l'on note aussi des absents. Parmi eux, le roi du Maroc, Mohamed VI, représenté par son ministre des Affaires étrangères. Nasser Bourita a demandé à ses homologues une condamnation ferme contre l'Iran en raison, d'après lui, du soutien des Téhéran au Polisario. Proposition non retenue qui a provoqué la colère du chef de la diplomatie marocaine. L'ingérence de la Turquie dans les affaires internes des pays arabes est également évoquée au cours de ces sommets qui va se clôturer mercredi 2 novembre 2022. Et pour finir cette page noire, inhumation ce lundi de la dépouille du major Alpha Gwenye Zamazaki, officier de l'armée et membre de la presse militaire. Peu avant, une messe de suffrage a été dite en la paroisse Sainte-Barbe de l'aumônerie militaire du camp Kokolo, en présence des hauts cadres officiers de l'armée, ainsi que de la police, des membres de famille, ainsi qu'amis et connaissances. Suivez. C'est ce mardi que le major Alpha Gwenye Zamazaki, officier de l'armée et membre de la presse militaire, a été porté en terre après des hommages dignes. La levée de corps à l'hôpital militaire central a eu lieu en présence des hauts cadres officiers de l'armée et de la police, des membres de famille, ainsi que des amis et connaissances. La dépouille a été ensuite conduite à la paroisse Sainte-Barbe de l'aumônerie militaire du camp Kokolo, où une messe de suffrage a été dite.
azalaki kotosa yo sikazo etumbu te omokili azalaki na boyambi asanganaki na bana bayo na bolingi boyo bonene. Sur place a eu lieu la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs. Alpha Gbenye Zamazaki s'en va, mais restera jamais gravé dans la mémoire de ses proches et fils biologiques qui retiennent de lui son caractère sociable. Il le témoigne. Nous, tes enfants, avons été très heureux que tu nous encorbes quelques-unes. Toi, qui savais faire beaucoup avec si peu. Toi qui savais cultiver l'amour et l'amitié. Tu rendais ces moments rares. Comment les oublier? Comment oublier l'ami fidèle et généreux? Les collègues apprécient. Le père attentionné. Un mari aimant. Que tu as toujours été. Tu laisses un vide immense derrière toi. Je suis resté pendant 22 ans avec Alpha. Ce que j'ai admiré chez Alpha, c'est l'homme social. Alpha, ce qui a zana eloko na poche, kotuna yete, yemoko akobimisa. Et ce qui est bimi, non seulement ngai na banda ko bénéficier, mutu nyonso azoleka, azobengaye yaka. Likambo nyonso ezalaki na problème na famille na ngai, mutu abandaka ku apaiser ngai c'est Alpha. Décédé le 24 octobre 2022, Alpha Gbenye Zamazaki laisse derrière lui une veuve et 7 orphelins, dont 3 filles et 4 garçons. Et voilà, la rédaction de Digital Congo qui a côtoyé l'homme présente ses condoléances à toute la famille de l'illustre disparu. Repose en paix, mon major. Bienvenue à toutes et tous à cette revue de presse. Le gouvernement appelle à la mobilisation générale pour la défense de la patrie. C'est le titre à la une de l'ACP, Agence congolaise de presse, à sa parution numéro 5523 de ce 1er novembre 2022. Ce message qui a été lancé lundi est du porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, lors du briefing hebdomadaire qu'il tient chaque lundi au profit de l'opinion nationale et internationale via la presse. Nous devons tous, acteurs politiques, jeunes femmes et autres, nous mobiliser pour la défense de la patrie, a déclaré le porte-parole du gouvernement, ajoutant que l'intérêt du Congo doit primer sur les intérêts particuliers et que, unis à la face du monde, nous devons démontrer que nous sommes capables de diriger notre patrie. Dans le même sens, à son tour, la prospérité rapporte également à sa une l'appel du ministre de la Communication et Médias d'une mobilisation générale pour la défense de la cause nationale, insistant sur le patriotisme. En effet, face à l'agression rwandaise, Patrick Muyaya indique que cette situation impose à chacun des Congolais une posture patriotique mêlée à la cohésion et à l'unité autour des efforts en cours de réalisation pour la protection de la cause nationale. Ainsi, exhorte Patrick Muyaya la mobilisation générale derrière les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front. L'avenir, pour sa part, nous informe du départ de la République démocratique du Congo de Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Le représentant du Rwanda a quitté Kinshasa lundi via Brazzaville, sans doute pour prendre un régulier de Rwandair qui n'atterrit plus dans la capitale congolaise Kinshasa. Justement, cette expulsion de Vincent Karega changera-t-elle les choses? À cette question, comme l'on peut le lire dans les colonnes du même journal Avenir, cet acte est un signal fort. Quant à la puissance de feu de notre armée, les FARDC, le ministre qui a reconnu qu'il y a un problème d'effectifs a annoncé
annoncé qu'il sera procédé au recrutement de 18 000 militaires FARDC et 6 000 policiers. Plus loin sur ce qui se passe à l'Est, avoue-t-il, c'est pour nous empêcher de préparer notre puissance de feu. Mouyaya reste cependant convaincu que grâce à la stratégie mise en place, nous allons assurer la montée de notre armée. Entre-temps, du côté de l'opposition, l'on accuse Kinshasa d'avoir des engagements obscurs avec ses voisins. Le cas de Claudel Loubaya, à lire cet article qui nous vient de challengeinfo.cd, média en ligne, qui relaie donc un tweet du député national qui a indiqué qu'avec la tournure des événements dans la partie est du pays, le pouvoir de Kinshasa est à blâmer au regard de ce qu'il appelle engagement obscur avec ses voisins et M23. Claudel Loubaya ajoute que le patriotisme congolais est inné. Il n'a pas besoin des incarnations, ni moins encore des engagements. Prenons cette fois le quotidien Le Journal qui nous parle de la prise de Goma, une ligne rouge à ne pas franchir. Ainsi ce titre, RDC contre M23, éviter à tout prix la prise de Goma. En effet, pour l'auteur de l'article, au regard de l'hostilité de la population de cette ville à l'égard des agresseurs, sa prise pourrait donner lieu à un bain de sang aux conséquences inimaginables. Si la population de Bunagana soumise au M23 depuis 4 mois et celle de Rutshuru au centre et Kiwanja n'ont pas résisté aux combattants du M23, tout porte à croire que la population de Goma ne se laissera pas faire. Très dynamique, éveillée et déterminée, elle suit de près la situation dans différents fronts et refuse de croiser les bras pour attendre que les terroristes lui dictent sa loi. Plus loin, le journal parle d'une jeunesse prête à en découdre avec l'ennemi. Déjà, l'annonce de la décision du Conseil supérieur de la défense d'expulser l'ambassadeur rwandais en RDC, Vincent Karega, révèle le journal. Goma a exprimé sa satisfaction. Des jeunes en colère ont brûlé des drapeaux rwandais. Regroupés en milieu, ils se sont rendus à la petite barrière avec le Rwanda pour tenter de pénétrer au pays de Paul Kagame. Comme si ce geste hautement symbolique n'a pas suffi, la jeunesse de Goma s'est rendue lundi 31 octobre 2022 au gouvernorat du Nord Kivu pour exiger des armes afin de combattre aux côtés des FARDC contre les agresseurs. Et puis de l'avis des observateurs, il faut à tout prix éviter que Goma ne tombe entre les mains du M23. En voyant la colère de la jeunesse de cette ville et le courage dont elle fait montre, on a de bonnes raisons de croire que si les M23 prennent le contrôle de Goma, on va assister à un bain de sang, redoute donc un spécialiste en sociologie politique. Un autre analyste avance, lui, que dans la stratégie des agresseurs, le chef-lieu du Nord Kivu serait le principal objectif au stade actuel pour pousser le gouvernement à accepter de négocier avec eux. Voilà, c'était tout pour cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.